Bonjour Nina, merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Eh bien écoute, merci à vous d'être là, très contente de vous recevoir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Alors je m'appelle Nina Ramen et mon métier c'est d'enseigner le copywriting. Donc copywriting avec un W, ça n'a rien à voir avec le copyright qui est le droit de la propriété intellectuelle, le copywriting avec un W, bon, peut-être nos auditeurs savent, mais c'est l'art de vendre avec les mots, donc vendre au sens large, au sens de convaincre. Donc que ce soit sur une publication, ça va être obtenir un like, obtenir un commentaire, quand ça va être un email de vente, de prospection, mais même une newsletter, ça va être faire en sorte que les gens lisent, ouvrent l'email, et puis dernièrement, faire en sorte que les gens cliquent sur le bouton acheter. Donc voilà, c'est une discipline du marketing qui est très ancienne, qui est très large, qui est un peu la discipline du marketing qu'on peut exercer sans aucun outil finalement, parce que le copywriting existe depuis des années. D'ailleurs, la série Mad Men, c'est des copywriters en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des slogans d'entreprise. Donc voilà, donc c'est une discipline assez ancienne, qui a besoin de pas beaucoup d'outils, et qui finalement du coup est assez robuste puisqu'elle est très ancienne, et on continue encore aujourd'hui d'utiliser. On continuera, je pense, pendant très longtemps. Super. Est-ce que justement tu peux nous expliquer comment tu en es venue à faire du copywriting? En réalité, j'étais commerciale et j'envoyais des messages d'approche, de prospection, et je me rendais compte qu'il y avait des messages qui fonctionnaient mieux que d'autres. Moi, je suis ingénieure en chimie à la base, donc ça n'a rien à voir. En plus, j'étais dyslexique à l'école, donc vraiment rien à voir. Et j'imaginais pas faire ce métier-là. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, mon côté scientifique, qui s'est dit, mais il y a quand même un moment où ça marche mieux que d'autres. Et en me rendant compte de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une discipline qui existait, des techniques qui existaient pour faire en sorte que les gens te répondent, pour que les gens adhèrent, pour que les gens aient envie de te voir, de t'acheter. Très beau parcours en tout cas. Comment justement on passe de dyslexique à études en chimie à copywriting? Est-ce que finalement il y a une sorte de fil conducteur tout de même, ou est-ce que ça s'est fait de façon hyper naturelle? J'ai été dans 2 boîtes principalement qui avaient la particularité d'avoir des fondateurs qui étaient très présents, notamment sur LinkedIn. Aujourd'hui, moi j'enseigne aux femmes à prendre la parole sur LinkedIn notamment, grâce au copywriting. Et les 2 fondateurs, tu vois, généraient énormément de leads de par leur présence sur LinkedIn. Et là, je me suis dit, ok, en fait, moi j'étais au commercial derrière, je closais les deals, tu vois. Et je me disais, mais il y a quand même une étape avant, quoi. Ouais, il y a quand même moyen que tout ce qui se passe au commercial, en fait, ça vienne de là. Et donc, j'ai remonté progressivement le fil de l'histoire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement à créer du contenu, quoi. Tu vois, à créer du contenu, à m'intéresser au copywriting, et puis aujourd'hui à enseigner aux femmes. Et puis après, moi, je l'ai mis au service de quelque chose qui est plus important pour moi, qui est que je pense que les femmes aujourd'hui, je me suis rendu compte très vite sur LinkedIn quand j'ai pris la parole que j'étais une des seules femmes à le faire. Et je me suis dit, mais ça peut pas continuer comme ça. Et donc ensuite, j'ai créé un média, j'ai créé un produit, un bootcamp pour aider les femmes à prendre la parole sur LinkedIn, parce que je pense que LinkedIn est très représentatif des espaces professionnels dans lesquels on vit, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours un peu les mêmes qui prennent la parole, c'est-à-dire dès qu'on pense à un expert, on pense à un mec plutôt blanc, plutôt avec les cheveux gris et plutôt avec un costard, quoi. Donc voilà, bon bref. Donc c'était aussi pour créer cette diversité. Donc voilà, j'ai développé une compétence et aujourd'hui je la mets au service de ce qui me plaît, mais disons qu'à la base, si je devais refaire l'histoire, c'est plutôt, je me suis rendu compte que c'était une compétence intéressante à avoir. Et aussi, je terminerai par là, c'est que c'est une compétence qui est utilisée dans tous les domaines que moi j'ai servi. C'est-à-dire le marketing, quand je parlais sur LinkedIn, c'est-à-dire la vente, quand je closais au téléphone ou quand je faisais de la prospection, mais aussi dans les recrutements. Moi, je travaillais dans le recrutement. Et quand tu vas approcher des candidats, il va falloir que tu utilises ton écriture. Quand tu vas rédiger des annonces, il va falloir que tu utilises ton écriture, parce que la guerre des talents, elle existe, quoi. Tu vois, si le meilleur candidat, c'est pas toi qui l'as, ce sera ton concurrent, quoi. Et donc l'annonce que tu vas écrire, c'est aussi du copywriting, quoi. Donc voilà, je me suis rendu compte que dans une entreprise, c'est une discipline qui était présente à peu près partout. Ouais, ok. Donc tu accompagnes les femmes. Oui. Quels sont les freins que tu vois souvent chez les femmes qui les empêchent de se lancer sur LinkedIn? Alors, qui les empêche de se lancer, c'est le syndrome de la page blanche. Ouais. Ça, c'est qu'est-ce que je vais écrire? Le syndrome de l'imposteur. C'est pas intéressant ce que j'ai à dire. Il l'a déjà dit, il a déjà dit mieux que moi, l'histoire a déjà été racontée, c'est plus intéressant, voilà. Il y a le regard des autres, on va me juger, je vais avoir des haters. Les femmes, elles transposent vraiment ce qu'elles vivent dans la vraie vie, c'est-à-dire des agressions quotidiennes, aux réseaux sociaux. Donc elles se disent, si je m'expose plus sur les réseaux sociaux, je vais me faire plus agresser. Voilà, globalement, les 3 grands freins. Il y a le manque de temps aussi, parce que les femmes ont une charge mentale aussi, voilà, c'est ça. Elles font en moyenne, je crois que c'est 1 heure de plus de tâches ménagères que les hommes par jour, donc ça fait quoi, du temps. Voilà, grosso modo, les freins, quoi. D'accord, et toi, comment tu les accompagnes justement à sortir de tout ça? Alors, de plusieurs manières. Pour la partie, je manque d'idées. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle une boîte à idées. Donc la boîte à idées, c'est la boîte dans laquelle tu vas pouvoir noter toutes tes idées. Là, on est en train de parler, tu vois. Hop, je prends ma boîte à idées, je me dis, ah ouais, punaise, ça c'est intéressant. Et finalement, moi, tu regardes dans mon téléphone, j'ai plus de 2000 notes. Et je peux prendre à peu près n'importe laquelle. Le jour où j'ai envie de m'installer sur ma chaise, je pars pas d'une page blanche. Donc, avoir des idées, c'est ne pas partir sur de la page blanche. Quand tu arrives, en fait, l'inspiration divine, elle n'existe pas. Tous les créateurs, ils ont ça.
Tout le monde a ça. Que ce soit des créateurs de contenu écrit, que ce soit... Tout le monde a ça. Boîte d'inspiration, boîte à idées. Je prends mon idée, j'arrive, déjà, je sais de quoi je vais parler. Déjà, la page blanche, tu l'as plus. Ensuite, syndrome de l'imposteur, c'est ce que j'ai à dire, c'est nul. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'aller voir ce que d'autres créateurs et créatrices de contenu ont fait le premier jour où ils ont commencé à publier. Et là, tu vois qu'en fait, tout le monde fait des trucs nuls. Il faut juste les faire suffisamment longtemps jusqu'à ce que ça devienne bien. Et autre chose aussi pour le syndrome de l'imposteur, ce que je conseille, c'est essayer de s'adresser à ton toi du passé. Imagine que tu te rencontrais il y a 2 ans. Bah, probablement qu'en 2 ans, tu as déjà rencontré plein de difficultés, tu les as déjà surmontées. C'est clair. Et donc imagine que tu rencontrais quelqu'un qui est à ton stade, peut-être que tu vois, tu n'avais pas encore lancé ta boîte, peut-être que tu n'avais pas lancé ton média, peut-être que tu n'avais pas interviewé des gens. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Bah, dis-toi qu'il y a forcément des gens sur la planète qui sont à ce stade-là, tu vois. Et aussi, tu surestimes, ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'expert pour le coup, c'est tu surestimes toujours le niveau de la salle. C'est-à-dire que tu penses toujours que les gens, dans ta tête, en fait, ils savent déjà ce que tu vas leur enseigner, alors qu'en réalité, ils en savent beaucoup moins. Moi, je pars du principe que tout le monde sait ce que ça veut dire copywriting, mais en réalité, la majorité des gens ne savent pas ce que c'est. Quel rôle va venir jouer le personal branding justement dans l'écriture et dans le copywriting? Ouais, alors disons que le personal branding, c'est la marque personnelle, c'est le fait de devenir un média en tant que personne. Et c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet de driver d'attention plus rapidement. On va plus rapidement s'intéresser à l'histoire de Nina. Qui elle était dyslexique, aujourd'hui elle a une boîte, elle accompagne les femmes. On s'intéresse plus à la personne, c'est un peu le voyage du héros, que à une marque genre L'Oréal, tu vois, qui est assez impersonnelle et qui va mettre beaucoup plus de temps à s'installer en termes de valeur, etc. Donc déjà, comprendre pourquoi le personal branding c'est intéressant, c'est déjà que clairement ça va plus vite. La deuxième chose, ça sert à faire en sorte que les gens aient envie de travailler avec toi. Donc ça va te permettre de générer du lead, du marketing, de l'attention, du commercial. Et ça va aussi permettre de faire en sorte de développer ta marque personnelle. Ta marque personnelle au travers de « Ok, demain je vais bosser chez Ramène ta fraise, je vais travailler avec Nina, voilà quelles sont ses valeurs. » Pareil, guerre des talents, tu as toujours intérêt à avoir les meilleures personnes à tes côtés, donc ça sert aussi à ça. Et la troisième chose, ça sert à aussi avoir du réseau. C'est-à-dire que quand tu es identifié sur des réseaux sociaux, on va plus facilement te contacter. Donc disons que ça sert un peu à ces 3 choses et le copywriting n'est qu'un moyen d'exercer le personal branding. Si tu maîtrises l'art de l'écriture, en fait tu vas plus facilement raconter ton histoire. Et d'ailleurs le copywriting c'est aussi ce qu'on utilise dans les scripts de vidéos. Donc c'est pas que à l'écrit, c'est à partir du moment où tu vas raconter une histoire, comment est-ce que tu vas le faire, quels mots tu vas utiliser, quel voyage tu vas utiliser, quels obstacles tu vas mettre, etc. etc. Donc disons que c'est un outil au service de la marque personnelle. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance en copywriting et qui justement voudrait utiliser le personal branding pour promouvoir son activité? Je lui conseillerais d'identifier la plateforme qu'il préfère. Et que c'est pas parce que c'est un copywriter que ce sera forcément LinkedIn et l'écrit, ça peut être des vidéos. Quel est le canal qui peut tenir le plus longtemps? Parce que ce qui compte le plus dans la création de contenu comme dans le personal branding, c'est à quel point tu es capable de faire ça longtemps. Sauf si tu as une équipe. Quel canal tu peux tenir et te lever tous les matins et te dire « Ok, je peux produire là-dessus ». Voilà, c'est la première question. Et à partir de ce moment-là, c'est tout. En fait. Parce que si tu le fais suffisamment longtemps, au bout d'un moment, tu vas devenir meilleur. Si tu deviens meilleur, tu vas comprendre ce qui fonctionne, etc. L'enjeu, c'est de tenir longtemps. Le deuxième, ça peut être trouver une équipe. Moi, c'est ce que je fais dans ma boîte, tu vois, quand les femmes, elles intègrent un groupe. Et c'est un groupe qui va les soutenir tout au long. Comme elle est à la salle de sport, quoi. Il y a des jours, t'as pas envie. En fait, t'as ta copine qui te dit allez viens et tout, qui va dire allez viens, donc ça va te motiver. Et la troisième chose, c'est de travailler ses messages et de travailler sa cible. Donc ça, c'est la partie un peu plus technique, mais la plus importante pour moi, c'est quand même de faire quelque chose que tu es capable de tenir et d'avoir la consistance de tenir sur le long terme. Moi, ça fait 6 ans que je poste toutes les semaines. Au bout d'un moment, oui, j'ai la légitimité dans mon domaine, mais parce qu'en fait, la capacité, le nombre de personnes qui est capable de faire ça, il est très faible en fait. En 6 ans, de faire ça, ça fait un tri énorme. Donc l'enjeu, il se situe plus. Pas forcément de faire quelque chose de mieux ou de tout de suite génial. De toute façon, tu feras un truc nul de base. Donc, accepte que tu feras un truc nul. C'est sûr que tu n'as jamais fait ça de ta vie. Donc, normal que ce soit pas bien. Mais il faut que tu arrives à le faire suffisamment longtemps pour qu'un jour, ça devienne bien. Est-ce qu'il y a un rythme précis à suivre pour réussir à se faire connaître sur LinkedIn? Le rythme à respecter, c'est le rythme que tu pourras tenir. Okay. En fait, ne commence pas à te dire « je vais poster tous les jours » si toi, au bout d'une semaine, tu es cramé. Si tu es seul dans ton coin, moi, je te conseille plutôt de faire le rythme que tu es capable de tenir, quoi. Ok, donc il n'y a pas de rythme parfait ou... Non, moi je préfère quelqu'un qui poste 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine toutes les semaines plutôt que quelqu'un qui va poster tous les jours pendant 2 semaines, quoi. Donc vraiment, après, entre 2 et 3 fois c'est bien parce qu'il faut savoir que plus les gens te voient et plus ils t'aiment. C'est le biais qu'on appelle le biais de simple exposition. Plus les gens te voient, plus les gens t'aiment, plus ils sont prêts à t'acheter parce qu'ils ont créé de la familiarité avec toi. Le plus c'est le mieux. Mais au minimum, essaie de faire 2 fois par semaine. Tu es suivi par plus de 100 000 personnes. Comment s'est créée ton audience? Est-ce que ça a été petit à petit ou tu as eu un pic de croissance à un moment donné? J'ai posté tous les jours. Le plus important, c'est la consistance. C'est de faire tous les jours.
régulièrement. Donc ça a été petit à petit. Il y a des gens qui me connaissent quand j'étais recruteuse. Je suis sur recrutement. Enfin, voilà, les gens, ils ont suivi mes aventures. Ils ont vu quand je suis devenue maman, avoir un enfant. Ils connaissent ma vie, quoi. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir des gens avec qui tu vas créer des relations sur le long terme. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est que la femme qui m'a connue aujourd'hui, dans un an, en fait, j'arrive à lui proposer un contenu qui l'intéresse encore. Donc bon, voilà, ça, c'est petit à petit. Après, il faut savoir que quand tu postes très souvent, très régulièrement, c'est le 80-20. C'est-à-dire que tu as 20% de tes posts qui vont apporter 80% de ta croissance. Okay. Mais tu peux pas les savoir à l'avance, sinon tu ferais que cela, tu vois. Donc tu es obligé d'admettre que dans tout ce que tu vas faire, c'est un peu la mitraillette, il y aura 20% qui va apporter 80%. Moi là, tu vois, la dernière fois, j'ai fait un post à 1 million. Bon, ça arrive une fois, tu as un pic de croissance, mais la probabilité pour que tu le refasses, c'est très dur en fait de connaître tous les facteurs qui vont faire que tu vas faire 1 million forcément sur ce post. En général, tu as une moyenne de combien de vues par post? Je fais à peu près entre 500 et 1 million par mois d'impressions. C'est énorme. Ouais, entre 500 et 1 million. Ok, génial. Tous ces conseils, tu nous les expliques dans ton livre que tu as sorti en juin dernier. Oui. C'est un projet que tu menais depuis longtemps? J'ai toujours enseigné, en réalité. Quand j'ai créé du contenu, j'ai toujours enseigné, j'ai toujours transmis ce que j'avais appris, ce que j'apprenais, ce qui marchait pas. Donc en fait, on peut dire que c'est mon projet de toujours, quoi. Ouais. Finalement, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et puis c'était aussi ma formation avant. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'enseigne. Donc finalement, c'est un projet qui a accouché, qui a abouti en 1 an. Mais finalement, c'est le travail de plusieurs années, quoi. Ok. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ton livre, c'est que dès le départ, tu nous expliques en préambule que tu as fait en sorte qu'il soit le plus inclusif possible. Oui. C'était important pour toi, d'abord parce que tu es dyslexique, mais également parce que tu es féministe. Comment tu as fait justement en sorte que ce livre soit le plus inclusif? Je suis très engagée, merci de le dire. C'est vrai que... En fait, moi, je mets mon expertise au service des femmes parce que j'ai envie, en fait, c'est ma mission de vie sur Terre. Aujourd'hui, je fais du copywriting, peut-être que demain, je enseignerai la prise de parole en public. On essaie d'utiliser un maximum de formules impersonnelles ou qui ne soient pas genrées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a utilisé pratiquement que des exemples féminins. La plupart des exemples sont des femmes, ou en tout cas, il y a une majorité de femmes dans les exemples qu'on donne. Et ça, c'est important parce qu'on joue le rôle modèle. En réalité, quand on cite je te parlais de l'exemple des experts qui sont souvent des mecs invités sur des plateaux télé plutôt blancs, plutôt avec cheveux gris, plutôt en cravate, quoi. En fait, ça fait quoi? Toi, ça te renvoie à ton cerveau de « Ah ouais, mais c'est pas moi. Ah, il est pas comme moi. » C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le langage genré. Moi, j'aurais voulu l'écrire en écriture inclusive, mais je me rends bien compte que le point médian, c'était compliqué, etc. Voilà. Donc, on a essayé d'utiliser des formules universelles à toutes et à tous. C'est déjà de l'inclusivité, en fait. Les études ont montré que quand on est inclus, quand on parle à toutes et à toutes, le cerveau s'identifie plus. Et le cerveau est plus enclin à s'identifier, à avoir envie de participer, à être emporté, etc. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ok. Est-ce qu'il y aura un volume 2? Alors, peut-être qu'il y aura un volume 2, mais le volume 2 ne sera pas du tout, je pense, sur mon expertise technique. Comme je te disais, en fait, le copywriting, c'est comme ça que c'est un outil pour aider les femmes. Mais en fait, moi, ma mission, c'est faire en sorte de plus vivre dans un monde dominé par le patriarcat. Et donc, si je fais un deuxième livre, ce sera plus un livre sur les femmes, pour les femmes de manière générale, plus qu'un livre d'expertise comme j'ai fait, quoi. Ok, super intéressant, on a hâte de voir ça. Moi j'ai encore 2 dernières questions. La première, c'est quelle distinction tu fais entre les créateurs de contenu et les influenceurs? Ah, c'est intéressant comme question. Je pense que les influenceurs, ils ont un business model qui est très particulier, on en parlait tout à l'heure, et c'est le business model du média. C'est-à-dire que quand tu es influenceur, en réalité, tu vends de la publicité à ton audience. C'est-à-dire que tu vas faire sponsoriser des posts, tu vas faire sponsoriser des newsletters, tu vas faire sponsoriser des vidéos, et c'est ton business model. Moi, c'est pas mon business model. En fait, c'est-à-dire que les influenceurs utilisent la création de contenu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il n'y a pas de différence parce que les influenceurs utilisent la création de contenu. Donc moi, c'est pas mon business model. Historiquement, les influenceurs ont commencé avec ce business model-là. C'est comme ça qu'on a appelé les influenceurs. Mais en fait, aujourd'hui, la barrière, elle est un peu floue. Parce que moi, on m'appellerait influenceuse parce que j'ai 100 000 abonnés. Parce qu'en fait, on n'a pas de terme pour dire les gens qui utilisent la création de contenu, qui font de l'influence, mais ne vendent pas de la publicité, mais vendent leurs produits. Moi, je suis d'abord chef d'entreprise, je suis d'abord CEO de ma boîte. Et en fait, j'utilise les réseaux sociaux, j'utilise LinkedIn, j'utilise le copywriting comme levier pour la croissance de ma boîte. Il se trouve que moi, je vends des produits. Je ne vends pas de publicité. Donc, la différence majeure que je dirais quand on regarde influenceurs, c'est qu'il faut voir est-ce qu'ils vendent de la pub ou est-ce qu'ils vendent un produit. Voilà, bon, pour moi, c'est un peu grande distinction qu'on peut faire, mais en fait, influenceur et créateur de contenu, c'est la même chose, quoi. Pour faire de l'influence, t'es obligé de faire de la création de contenu, quoi. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de... Ce terme, il a été très dévalorisé par ce qui s'est passé avec l'influence plutôt, alors pas de notre milieu B2B et tout, mais plutôt influence B2C,
Booba, Magali Berda, etc. Et quand on pense à influenceur, on pense à ça. Et donc il y a un peu cette peur d'être assigné à ce truc-là. Donc je pense qu'on a un peu peur d'être dit comme des influenceurs, mais alors qu'en réalité, tout le monde est influenceur. Parce que même moi, en fait, regarde la conversation qu'on a, ben, je t'influence et puis en fait... toi, tu vas influencer d'autres personnes, et puis en fait, tu peux influencer un groupe. Si tu parles à 10 personnes, tu es déjà influenceur. Si tu parles à une personne, tu es déjà influenceur. Donc voilà, finalement, influenceuse, pardon. C'est un terme dont on a eu peur, dont on a essayé de s'éloigner, au travers de se dire, bon, bah non, mais moi, tu vois, je vends pas de la pub, mais je vends des produits. Bon, voilà, tu vois, essayer un peu de se valoriser comme ça. Mais au final, les influenceurs, on est des influenceurs, des influenceuses, et on fait de la création de contenu aussi, tu vois. Okay. Donc, et est-ce que tu penses que justement, vu que les créateurs de contenu sont en train d'exploser sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels, eux, auraient plus tendance justement à baisser? Comment tu vois l'avenir par rapport à tout ça? En fait, je pense qu'il y a un problème dans les médias traditionnels, c'est qu'ils ne sont pas neutres. Voilà, on a vu récemment ce qui s'est passé avec CNews, où ils ont fait un dérapage total sur l'avortement en disant que l'avortement était un meurtre. Et donc, ça te montre déjà que les médias qui existent aujourd'hui, qui sont passés sur nos chaînes gratuites, en fait, c'est pas des médias neutres. Donc forcément, les gens se tournent aussi de plus en plus vers des médias qui leur ressemblent, qu'ils peuvent choisir. Donc, je pense que non seulement, oui, ça joue déjà. Aujourd'hui, YouTube concurrence la télé, c'est sûr. Mais je pense en plus que nous, en tant que créateurs et créatrices de contenu, on a un rôle à jouer. C'est-à-dire que notre voix, elle n'est pas forcément représentée. Moi, je ne me sens pas représentée dans ce qui est dit à la télé. Mais en fait, mon enjeu, ça va être de créer une voix qui va être différente. Et je pense aussi à des podcasts qui sont très engagés, qui sont trop bien, qui donnent des voix qui sont différentes. Et donc voilà. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je ne crois pas que le média traditionnel va disparaître, pas aujourd'hui en tout cas, mais je pense qu'on est en train de créer une alternative et tous les créateurs et créatrices de contenu sont des médias alternatifs. Et ce qu'a créé par exemple Squeezie dans le documentaire Merci Internet le montre très bien, c'est qu'au début il était pris comme un guignol sur les plateaux télé, alors que le mec fait plus d'audience que toutes les chaînes réunies, quoi. Aujourd'hui il y a encore de la résistance sur les médias traditionnels là-dessus. Notamment Squeezie qui est beaucoup moqué, etc. Et puis nous, on n'est pas très respectés aussi, les influenceurs, faut le dire. Hein. On n'est pas hyper valorisés. Je pense que ça va continuer à venir parce qu'il y a une audience, il y a des gens qui veulent ça et que ça continuera d'avancer avec ou sans les gens dans le bateau, quoi. Super. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre ? On peut le retrouver à la FNAC, globalement, dans toutes les librairies qui sont à côté de chez vous. Sinon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et sur Instagram. Génial. Merci beaucoup Nina. Merci à toi.